qu'est-ce que tu pourrais dire, parce qu'on a tous ce syndrome, qu'on soit une femme, un homme, quand on démarre ou quand on se sent pas légitime, on se sent pas légitime de demander de l'argent, on se sent pas légitime de plein de choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à ces personnes qui ont au fond d'elles ils sentent que ils sont pas légitimes et ils ont ce fameux syndrome de l'imposteur. Quels sont les éléments clés que toi tu pourrais leur partager par rapport au chemin que tu as fait? Une phrase. Si tu attends d'être parfaite pour commencer quelque chose, tu attendras toute ta vie. Parce que je pense que les réseaux sociaux et les médias nous montrent toujours ces success stories qui sont plein de gens qui vont montrer pleine confiance en eux. Mais on sait jamais. Je pense qu'on a toujours tendance à retenir ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait fantasmer. Et malheureusement, on retient beaucoup le positif, mais on retient pas tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est vrai que je pense que les gens, jusqu'à il y a très récemment, en tout cas sur les réseaux, partageaient pas tant que ça le négatif. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'ailleurs qui marche au niveau marketing, c'est de partager justement beaucoup ce qui se passe en négatif parce que ça crée de l'empathie, ça crée des émotions, ça crée du lien. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a pas longtemps, et je trouve encore que d'ailleurs beaucoup de femmes sont axées trop sur le fait d'être parfaites. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Romane Kove, coach sportive et étudiante en psychologie. Un échange vraiment passionnant. Romane est une fille super inspirante. On a parlé de plein de choses passionnantes, de psychologie, de syndrome de l'imposteur, de l'utilisation d'Instagram quand on est coach sportif, de création de contenu, de programmes en ligne, de développement de business et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Romane. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui je suis avec Romane. Bonjour Romane. Bonjour. Alors enchanté de faire ta connaissance. Malheureusement pour ceux qui regarderont sur le YouTube, je ne te vois pas donc je ne sais pas qui tu es. je t'ai quand même vu sur je t'ai quand même vu sur les médias sociaux et ce que je te disais en off, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime bien justement voir un petit peu ce que font les uns et les autres et c'est aussi l'objet du podcast, c'est de creuser un petit peu de comment toi tu en es arrivé là, comment tu as mis ça en aujourd'hui et ce que je trouve assez cool dans notre business, c'est que on peut faire plein de choses différentes. Après, la difficulté, je pense, c'est à un moment donné, c'est de choisir et de mettre son focus là-dessus, parce que si on s'éparpille trop, ça va être compliqué. Donc, Romane, est-ce que déjà, pour démarrer, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques phrases? Eh bien, je suis une éparpilleuse professionnelle. Comme tu dis, j'ai du mal à me fixer sur quelque chose. Donc, j'ai commencé en étant coach sportive. Donc, en 2017, j'ai été diplômée coach sportive. Et puis donc j'avais déjà quand même des personnes qui me suivaient sur Instagram, donc c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'idée, j'ai vu l'opportunité parce que je faisais de la musculation, que ça me plaisait, que j'avais envie de transmettre. Et puis j'ai eu quand même beaucoup de mal à démarrer mon activité et c'était vraiment juste moi qui me mettais des barrières tout simplement. Hein. Aujourd'hui je le réalise parce qu'à l'époque j'avais beaucoup d'excuses et beaucoup d'imagination. J'avais beaucoup l'impression que c'était le reste du monde qui me posait des limites alors que c'était moi-même. Je pense que les réseaux sociaux sont très nouveaux, c'est très difficile en tout cas pour moi ça a été de reconnaître ça comme un véritable métier. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que le métier de coach sportif ne me suffit plus. Je pense qu'il m'a jamais suffi et que j'ai besoin de regarder
dans sa globalité la santé, et que plus j'étudie, et moi je me rends compte que je sais des choses, et plus je me rends compte que la société dans laquelle je vis n'est pas adaptée à un corps et un esprit qui peuvent rester en bonne santé. Et c'est sur ça vraiment que se jouent toutes mes recherches au quotidien. C'est-à-dire que je fais plus vraiment de coaching personnalisé. Je fais beaucoup de recherches, et je crée beaucoup de e-books autour de mes recherches, parce que là j'ai intégré du coup une formation de méditation. Donc je suis au Canada, hein, je précise, parce que c'est vrai que ça n'existe pas en France, basée sur la neuroscience. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que j'ai toujours essayé de trouver des méthodes pour me détendre, parce que je sais que le psychologique va avec le physique, et que psychologiquement, j'avais besoin de me trouver quelque chose pour arriver à lier physique et psychologique. Et c'est vrai que la méditation, j'avais testé, mais sans vraiment de base scientifique, et du coup j'avais beaucoup de mal à me détendre et à comprendre comment ça marchait. Alors d'aujourd'hui, j'arrive quand même beaucoup mieux grâce justement à ces études en neurosciences, à comprendre comment ça fonctionne. À côté de ça, je suis aussi des cours à l'université du coup en psychologie, donc ça c'est très nouveau, c'est en anglais, c'est au Canada, donc c'est assez stressant, assez complexe, mais c'est vrai que je me rends compte que si je suis toujours dans ce que je connais, ça m'ennuie et ça me frustre. Donc, à choisir entre être stressé et être ennuyé, je préfère être stressé. C'est du bon stress. Ok. Eh ben, ça pose les bases de notre échange. La Romane toute petite, c'était qui? La Romaine toute petite, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille nombreuse. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, a pas eu l'occasion d'avoir l'attention qu'elle désirait. Déjà parce que dans une famille nombreuse, c'est quand même déjà plus compliqué de se faire voir et entendre et connaître de ses parents pour qui on est. Mais quand on grandit dans tous les cas dans une famille dysfonctionnelle, c'est compliqué tout court, même en étant enfant unique. Donc la Romaine petite, c'est une enfant qui souffre du manque d'attention, qui souffre de pas vraiment savoir qui elle est ou quelle est sa place, qui a pas vraiment d'amis, qui a du mal à ne pas se fixer sur des choses très superficielles en grandissant, parce que justement elle a besoin de combler ce vide intérieur avec beaucoup d'approbation externe. Donc elle se fixe sur des choses en grandissant qui sont de plus en plus superficielles, et c'est là où on arrive à quelque chose, à un adulte qui est dysfonctionnel. Ok. Et le parcours dans le sport, du coup, tu l'as découvert comment? Ça a été assez rapide, ou ça s'est fait sur le tard, du coup? Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais plus vraiment de coaching personnalisé. C'est parce que vraiment je suis rentrée dans le sport parce que à la base, pour moi, l'apparence c'était très important, parce que je viens d'une famille où j'ai eu vraiment des parents assez narcissiques. Il y a plusieurs définitions narcissiques. Je veux pas ramener ça qu'au physique, mais un des paramètres c'était le physique. Et comme j'avais ce vide intérieur, je me suis dit il faut que je sois présente bien à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, moi, je me sens pas bien. Et j'ai commencé le sport comme ça, parce que justement, comme j'étais perdue, que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, je buvais beaucoup, je faisais beaucoup de soirées, je faisais beaucoup de rencontres qui avaient pas vraiment de sens. Et du coup, je me suis retrouvée un matin à me regarder dans le miroir et à pas me reconnaître, parce que j'avais pris du poids, que j'étais pas bien, que j'étais déprimée. Et c'est comme ça que j'ai commencé chez moi, parce que j'avais pas les moyens d'aller en salle de sport. Donc j'ai fait du sport chez moi pendant 2 ans, il me semble. J'ai acheté du matériel petit à petit, et 2 fois par semaine, j'avais au moins cette rigueur de me le faire 1 à 2 fois par semaine. Et je pense que c'est comme ça que j'ai tenu, parce que je me suis toujours dit ne t'impose pas trop d'heures de sport, mais celle que tu vas t'imposer, ça va être 1 heure au moins par semaine. C'est tout ce que je me demandais à l'époque, parce que c'est tout ce dont j'étais capable. Sinon j'aurais lâché si je m'étais imposé plus. Voilà. Cette introspection là que tu fais sur toi, ça s'est fait au fur et à mesure, ou ce recul, je trouve ça assez hallucinant. Ça s'est fait au fur et à mesure, ou c'est par rapport à ce que tu nous as partagé en psychologie, où tu t'es intéressé aussi à tout ça, à qui tu étais, à ce que tu voulais, etc. Comment ça s'est fait tout ça, cette recherche sur toi? Alors, je pense que tu m'aurais demandé de faire un podcast. De toute façon, tu m'as pas demandé, parce que j'aurais pas été à ce niveau de conscience-là, mais tu m'aurais demandé un podcast il y a 2 ans, j'aurais pas pu faire ça, parce que j'avais pas du tout conscience de tout ça. Donc, non,
j'ai arrêté mon entreprise de coaching justement plusieurs fois. En 2018, j'ai fait une grosse pause d'ailleurs de 3 mois parce qu'en fait, j'étais incapable de me débarrasser de ce syndrome de l'imposteur que j'avais. J'étais incapable de me débarrasser de tous la dépendance affective que j'avais, tous ces problèmes de psychologique que j'arrivais pas à me débarrasser. Donc, j'ai dû arrêter mon entreprise plusieurs fois. Et je saurais pas dire pourquoi je suis revenue parce que je pense qu'il n'y a pas une explication forcément rationnelle parce que je pense qu'on n'est pas toujours rationnel. Je pense que je suis revenue parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que si je poursuivais les rêves de quelqu'un d'autre en travaillant pour quelqu'un d'autre, je savais que je serais pas heureuse. Et j'avais besoin de m'accomplir en tant qu'humain. Et je savais que cette entreprise-là, c'était une opportunité et de la lâcher, j'aime pas parce qu'en fait, j'ai souvent confondu moi mes traumas avec mon instinct et mes traumas m'ont beaucoup bloqué et m'ont beaucoup dit mon anxiété m'a beaucoup dit si tu perds le contrôle, si tu sors de ta zone de confort, même si c'est une zone de confort qui est négative, tu vas perdre pied et tu vas rater toute ta vie. Et ça, j'ai eu du mal à séparer ça de mon instinct qui me disait vas-y, fonce, écoute-toi, parce qu'il faut toujours que tu aies un pied dans l'inconnu. Parce que quand on est dérégulé, quand on a beaucoup d'anxiété, justement, on a tendance justement à essayer de tout vouloir contrôler. C'est pour ça qu'on a tendance à l'anxiété, c'est parce qu'on essaie de tout contrôler. Et le fait de perdre le contrôle, c'est quelque chose c'est la chose la plus effrayante qu'on puisse vivre. En tout cas, quand on est chroniquement stressé. Donc, cette introspection que j'ai là, je l'ai eue très, très récemment parce que je me suis dit que je pouvais... En fait, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les autres réussissaient pas moi? Parce que toujours me positionner en victime par rapport à la vie, c'est quelque chose que j'ai vu mes parents énormément faire et ça leur a jamais rapporté rien de bon. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais prendre tout ce que mes parents ont fait et je vais faire exactement l'inverse. Et du coup, j'ai ouvert des bouquins. Et tout ce que je me suis toujours dit, toutes les croyances que j'avais à propos de moi, que j'étais pas suffisamment intelligente, parce que ça c'est quelque chose que je me suis énormément dit, notamment en tant que femme dans cette société. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se définissent par rapport à leur sexualité, par rapport à leur attirance, par rapport au sexe opposé, parce qu'on est dans une société qui nous sexualise beaucoup, et on est beaucoup axé sur l'apparence pour les femmes. Et donc moi, quand j'ai décidé justement d'ouvrir des bouquins parce que je me suis dit je suis capable, ça a changé toute ma vie. Ça a changé toute ma vie parce que j'ai réalisé que certes, je ne suis pas la plus intelligente, certes, je suis pas forcément un génie, mais en tout cas, je suis capable d'apprendre comme n'importe quel être humain. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de se convaincre de ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce syndrome de l'imposteur. Je pense que les hommes sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, je rajoute juste en parenthèse, en tout cas, les premières années sur les réseaux sociaux n'ont pas été faciles parce que les hommes ont dénigrent beaucoup, notamment dans le milieu du sport et du milieu de la musculation. Les hommes dénigrent beaucoup. Il faut avoir un certain niveau, il faut avoir un très haut niveau, surtout pour les hommes. Je trouve dans le milieu de la musculation, si on n'a pas un certain niveau physique, un certain niveau de connaissance, je pense qu'on se fait beaucoup plus attaquer que les hommes. Après, c'est mon expérience en tant que femme. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément la vérité, mais voilà, j'ai juste en fait, ces derniers mois encore plus, je réalise que même si je fais des erreurs, en fait, ce qui compte pour les gens qui me suivent, c'est pas que je connaisse tout parfaitement, c'est que je sache reconnaître quand j'ai tort et que je pousse les choses toujours plus loin et que j'associe pas tout ce que j'apprends à mon ego, j'associe pas tout ce que j'apprends à mon identité et que je sache lâcher. Et ça, c'est tout ce que j'ai réalisé ces derniers temps, c'est qu'il faut que je lâche prise. Et ça, ce que tout le monde fasse, c'est que plus on s'attache aux choses, plus on souffre. Et de toute façon, c'est dans la vie, on avance et forcément ce que l'on dit ou ce que l'on sait aujourd'hui. Et j'ai bien aimé tout à l'heure, tu as dit plus j'avance, plus j'ai l'impression de ne rien savoir. C'est vraiment le constat moi que je peux faire depuis plus de 20 ans que je suis dans l'univers du fitness, où tu t'aperçois. Et ce que je dis souvent aussi, pour moi, j'aime pas trop le métier de coach sportif, même si c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. On doit être bien plus qu'un coach sportif. En tout cas, si on veut développer un vrai business et encore plus dans les années à venir. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, parce que on a tous le syndrome, qu'on soit une femme, un homme, quand on démarre ou quand on se sent pas légitime, on se sent pas légitime de demander de l'argent, on se sent pas légitime de plein de choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à ces personnes qui ont au fond d'elles
ils sentent que voilà, ils sont pas légitimes et ils ont ce fameux syndrome de l'imposteur. Quels sont les éléments clés que toi tu pourrais leur partager par rapport à le haut chemin que tu as fait? Une phrase. Si tu attends d'être parfaite pour commencer quelque chose, tu attendras toute ta vie. Parce que je pense que les réseaux sociaux et les médias nous montrent toujours ces success stories qui sont plein de gens qui vont montrer pleine confiance en eux. Mais on sait jamais. Je pense qu'on a toujours tendance à retenir ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait fantasmer. Et malheureusement, on retient beaucoup le positif, mais on retient pas tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est vrai que je pense que les gens, jusqu'à il y a très récemment, en tout cas sur les réseaux, partageaient pas tant que ça le négatif. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'ailleurs qui marche au niveau marketing, c'est de partager justement beaucoup ce qui se passe en négatif parce que ça crée de l'empathie, ça crée des émotions, ça crée du lien. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a pas longtemps, et je trouve encore que d'ailleurs beaucoup de femmes sont axées trop sur le fait d'être parfaite et le fait d'avoir vraiment une story qui dit voilà, regardez, on s'émancipe des hommes. Moi voilà, j'ai cette success story là, j'ai réussi comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire personne n'est parfait derrière son écran et il faut utiliser la comparaison à bon escient parce que c'est impossible d'éviter de se comparer, mais il faut l'utiliser à bon escient et juste s'inspirer des gens et pas les idolâtrer et comprendre que on est tous êtres humains et qu'il y a personne qui naît en étant génie. Il y a pas le talent, ça n'existe pas et qu'il faut travailler pour tout et surtout ce qui peut aider le plus quand on a ce syndrome d'imposteur, c'est de comprendre que faire des erreurs, en fait, ça fait partie du processus et que si ça ne faisait pas partie du processus, ça en vaudrait pas la peine. Parce que quand on a un syndrome de l'imposteur, bien souvent, c'est parce que dans le passé, on nous a fait ressentir qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Alors que l'erreur, comme je viens de le dire, c'est normal. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de plaisir à la fin. Je dis pas que plus on fait d'erreurs, mieux c'est, mais il faut toujours être conscient que faire des erreurs, c'est quelque chose qui doit être accepté comme c'est-à-dire comme quelque chose de normal, il faut le normaliser. Par contre, un truc qui est assez fantastique, je trouve, et je le partage beaucoup avec les coachs que j'accompagne ou autres, c'est par rapport à la création de contenu, le fait de montrer ton travail, le fait, même chose, c'est normal que si tu démarres ton activité, que tu passes, je sais pas, ton BP ou que tu es en STAPS ou que tu fais n'importe quel type de certification, t'arrives à une étape où tu sais certaines choses, mais il y a plein de choses que tu ne connais pas. Et le fait de partager son expérience, et souvent, en fait, j'ai l'impression que quand on est professionnel ou quand on est coach ou autre, on n'ose pas créer du contenu ou on veut créer du contenu pour nos pairs, pour les autres personal trainers ou pour les gens qui gravitent de près ou de loin pour les professionnels. Mais ce que je leur dis, en fait, vous créez pas du contenu pour d'autres professionnels ou sinon vous allez peut-être faire des recherches plus poussées ou des choses comme ça. Mais partagez du contenu pour votre audience, pour des personnes. Alors après, tout dépend quel type de profil de personne on a envie d'avoir, mais il y a plein de gens sur Terre qui ne savent pas ce que c'est les hormones. Il y a plein de gens sur Terre qui ne savent pas ce que c'est une alimentation saine, etc. Donc souvent on fait un amalgame entre on veut toujours donner du contenu hyper qualitatif, professionnel, alors que notre audience, du charabia ou des choses de biochimie ou des choses comme ça, c'est peut-être pas nécessaire dans un premier temps, quoi. Je suis tellement d'accord avec ça. J'adore cette remarque parce que c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à simplifier justement parce que déjà les gens qui sont pas dans ce milieu-là, ils ont un métier à côté, ce qui veut dire qu'ils ont pas ils ont une charge mentale, ils ont des enfants, ils ont une vie sociale, ils ont peut-être du sport à côté et encore c'est encore compliqué, c'est encore un autre débat, mais il faut aussi garder à l'esprit que les gens ont une certaine charge mentale tous les jours et qu'ils ont un certain niveau d'énergie à vous accorder et que en plus encore plus sur les réseaux sociaux l'attention des gens est
elle se perd très vite. Donc, il y a tellement de contenu, il y a tellement donc c'est vrai que j'essaie de simplifier au maximum, et ça, des fois, on me le reproche, on me dit, ouais, mais là, c'est trop simple. Ouais, mais je suis désolée, mais il faut que je fasse simple pour tout le monde. Il faut vraiment que j'essaye de toucher. C'est ça le problème, c'est que aussi, il faut choisir entre essayer de toucher un maximum de gens ou vraiment une cible spécifique. Et moi, c'est vrai que j'ai plus tendance à vouloir toucher un maximum de gens. C'est le choix que j'ai fait, et on peut très bien faire un choix différent, comme tu dis, où on veut vraiment cibler plus les spécialistes, des gens qui sont déjà vraiment dans le domaine du sport, de la santé, qui s'y connaissent. Mais ça m'intéresse pas. Oui, et puis après, oui, tout dépend à qui tu veux t'adresser. Mais il y a des fois, il y a des gens, ils ont l'impression qu'ils en savent beaucoup, mais en fait, ils en savent pas énormément non plus. Donc, aussi ça, c'est trouver la part des choses. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous partages beaucoup l'univers des médias sociaux qui a été, je pense, omniprésent par rapport à toi. Alors moi, je suis un vieux. J'ai pas il y avait pas les médias sociaux à l'époque, nous, pour se développer et tout. Donc forcément, je l'ai connu quand c'est arrivé. Donc j'ai pas eu besoin des médias sociaux. Tu partageais aussi que ton compte Instagram, tu l'avais démarré avant de devenir coach, c'est ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que comment t'as commencé avec Instagram du coup? Alors, c'était quoi ton objectif par rapport à ça? Juste qu'on me dise, regardez-moi, je suis bien foutue. C'était vraiment juste, j'ai fait du sport, j'ai perdu du poids. C'était vraiment, il y avait vraiment pas cette idée en tout cas, la première motivation chez moi n'était pas de motiver les gens. C'était vraiment juste très égocentrique et très narcissique, et c'était vraiment un besoin absolu de vouloir me faire valider. Donc, c'était rien c'est pour ça que je dis encore une fois que je fais pas de coaching en ce moment, parce que je pense que j'ai vraiment choisi le métier de coach par erreur, et en même temps non, parce que maintenant je comprends mieux comment je dois transmettre. D'ailleurs, je poste plus du tout de contenu où ça va être juste une photo de moi et rien d'autre. Je poste plus un selfie en disant, regardez, j'ai fait ma séance de sport, je suis incroyable. Vraiment, j'essaie juste de partager ce que je fais, parce que je me rends compte que c'est ça qui me remplit, en fait. Et par rapport à tout ce que tu as pu faire là depuis le début d'Instagram, comment tu vois le changement du coup, toi personnellement, et le changement au niveau de l'algorithme, au niveau d'Instagram, et qu'est-ce que tu pourrais justement partager comme expérience si ceux qui nous écoutent, peut-être qui démarrent leur activité de coaching, est-ce que c'est encore intéressant d'utiliser Instagram? Comment l'utiliser? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, c'est encore intéressant de l'utiliser. Malheureusement, il y a énormément de contenu. Je lisais l'autre jour sur une page d'une community manager que je suis, qui expliquait que maintenant, faire du bon contenu, c'est même plus suffisant, même de faire du contenu de qualité. Et je pense que c'est de plus en plus difficile de se démarquer, parce qu'il y a tellement de monde. Donc c'est vrai que je suis arrivée il y a quand même 7 ou 8 ans sur Instagram, donc j'ai eu entre guillemets cette chance-là de commencer assez tôt. Et je pense qu'aujourd'hui c'est bien plus difficile avec l'algorithme, avec le monde qu'il y a, avec le flot d'informations, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que dans le domaine de la santé, il y a un flot d'informations continu, il y a des informations contradictoires en permanence, et je pense que les gens maintenant ont beaucoup changé l'utilisation de leurs réseaux sociaux, parce que moi je vois bien qu'à une époque je perdais énormément de gens, et que il faut adapter sa stratégie. Ça suffit pas toujours, et je pense que si je commençais en 2023, je pense que je serais pas bien. Et je souhaite dommage, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des gens qui font un excellent contenu, qui ont beaucoup à cœur de transmettre, et qui ont beaucoup moins de visibilité que d'autres personnes comme je faisais il y a 8 ans, et qui s'y connaissent pas tellement finalement, et qui partagent des conseils sans vraiment trop savoir, mais parce qu'ils ont l'audience, ça marche pour eux, quoi. Après, les réseaux sociaux, c'est aussi l'intérêt composé, hein. C'est en fait, c'est là où la plupart, et je le vois au niveau des professionnels, la plupart abandonnent trop rapidement, et encore plus aujourd'hui, où effectivement, pour avoir de l'attraction, parce que les coachs, ils croient que voilà, ils vont publier pendant 2 mois un post par jour, et puis que voilà, ça y est, le compte va exploser et tout. Toutes les personnes que j'ai interviewées qui ont des grosses communautés sur Instagram ou d'autres plateformes, toujours le truc c'était je publiais bon, alors il y en a c'était peut-être 3-4 fois, il y en a d'autres c'était leur publication chaque jour, mais en fait
c'est au bout de 6 mois, 1 an, voire même plus, où il y a eu un post qui a commencé à avoir un reach un peu plus important. Et puis, en fait, ça s'est construit au fur et à mesure. Il y a très peu de personnes qui ont posté un truc sur leur profil. Et puis, en l'espace de 15 jours, ils étaient multimillionnaires, quoi. Il y a que dans la publicité qu'on voit ça, quoi. Ouais, et puis après, le problème aussi des réseaux sociaux qui m'énerve un peu, c'est qu'il faut, même si t'en as pas envie, il faut faire du sensationnel parfois. Il faut aller au clash, il faut prendre les vidéos de quelqu'un d'autre et dire voilà, là il a tort. Et ça, c'est vrai que c'est du drama entre guillemets, ça il faut en faire, ou alors vraiment choisir un sujet qui est très qui divise beaucoup, et là ça peut générer et bon, je trouve ça triste, hein, mais malheureusement à l'heure d'aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui marche, et c'est vrai que j'ai appris un peu aussi à exprimer plus sincèrement mon opinion et à essayer de dire voilà moi ce que je pense par rapport à ce que j'ai fait. Bien sûr, j'essaie toujours de compléter en disant que j'ai fait mes recherches avant, mais je sais toujours que je vais m'opposer à certaines visions, et je sais que c'est maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'accepte que c'est pas forcément une mauvaise chose, et que même s'il y a du débat, mais voilà, ce qui est regrettable, c'est qu'il y a des gens qui sont très dans l'attaque, et ça, c'est quelque chose c'est dommage. Ça rend les réseaux sociaux un peu négatifs, parce que c'est vrai que je suis toujours assez ouverte, même quand je dis pas que je suis la voix de la raison, que j'ai toujours raison, et c'est vrai que souvent, je sais pas, en tout cas, je trouve que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de clash en permanence, et que c'est assez toxique. Comment toi tu t'organises aujourd'hui sur la création de contenu? Là, je regardais sur ton feed, t'as toujours la même stratégie, le conseil, enfin tout est joli au niveau de l'organisation. Ça a tout le temps été comme ça, ou c'est depuis quelques non? Non, j'expérimente beaucoup. Même moi, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire, parce que j'ai accepté. Le problème qu'on a souvent en tant qu'être humain, c'est que on se plonge dans le négatif parce qu'on va à contre-courant des choses et on veut pas changer. Alors que là, j'ai accepté effectivement que les réels, vu que voilà, Instagram veut faire comme TikTok, c'était ça qui fait qu'on va avoir plus de vues. Maintenant, il faut que ce soit de beaux réels quand même, mais les réels, c'est ce qui rapporte le plus de personnes. Donc voilà, je me dis, il faut que je fasse un réel au moins une fois toutes les 3 semaines, un selfie une fois toutes les 3 semaines, parce que il faut que je rappelle aux gens. Et oui, voilà, parce que je sais que je critique cet aspect des réseaux sociaux, mais c'est une plateforme de photographie. Il faut partager des photos de soi, et même si je dirais toujours que le physique ne reflète pas le travail, et qu'il y a des personnes qui ont des résultats de dingue sans s'y connaître particulièrement, je montre mon physique un peu aussi parce que j'en suis quand même toujours fière. On va pas se mentir non plus, mais voilà, je veux pas montrer que ça. Donc quand je montre une photo de mon physique, je partage quand même toujours quelque chose avec, et j'en profite pour partager quelque chose sur la psychologie, parce que c'est vraiment le truc qui me passionne le plus en ce moment. Mais voilà, donc je fais une photo, donc on voit voilà mes abdos, des choses comme ça, et mais bon, pas que, comme j'ai dit, et un slide du coup sur plus général sur la santé, sur comme tu dis, sur les hormones, mais j'essaye vraiment toujours de simplifier ça, de vraiment toujours faire des point par point. Alors voilà, 5 idées reçues, 7 points sur lesquels j'ai changé mon avis, des choses très rapides, très concrètes, que je sais qu'elles sont solides, qu'elles sont back-up par la science, et ça marche assez bien en ce moment. Et ton rythme de publication, c'est quoi? Une fois par semaine, je peux pas plus. Moi, ça m'épuise. Okay. Je passe énormément d'énergie dans chaque post. C'est vrai que j'essaye un peu plus de me détacher aujourd'hui, mais c'est vrai que je prends à cœur chaque post, et j'ai du mal encore à me dire c'est pas assez parfait. Mais ça va mieux, ça va de plus en plus. Ok. Tu fais des lives, des choses comme ça? Non, je fais pas de live. Non, je suis en train de justement commencer mon podcast. Là, je suis sur l'écriture. Donc, cool. je vais avoir en plus YouTube et les plateformes pour les podcasts. Et ouais, pas de live en ce moment, non. Je suis pas forcément super à l'aise, donc. Okay. Je sais pas si ça se voit d'ailleurs. Non, tu es très bien comme ça, c'est top. Ce que je voulais dire, oui, créer du contenu, c'est souvent un frein de la plupart des coachs et tout. Est-ce que toi, ça a été un peu ça, le syndrome de la page blanche, ou comment tu t'y es mis, comment tu as fait? Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça? Oui, alors je pense que la page blanche, c'est quelque chose qui arrive quand on n'a pas, c'est pas parce qu'en fait on n'a pas quelque chose à dire sur le sujet qu'on traite, parce que normalement, je pense que c'est parce qu'on manque de passion pour le sujet qu'on traite, et c'est pas forcément parce que la passion n'a jamais été là. Elle peut avoir été là, elle peut être partie parce que justement les réseaux sociaux sont vraiment très énergivores,
Et donc du coup, on peut très vite se laisser dépasser par le fait qu'on n'est pas tout seul, etc., qu'il y a beaucoup de concurrence. Et là, on peut perdre notre passion. Et du coup, on a l'impression d'un peu tourner en rond, de pas savoir quoi faire. Donc moi, je dis, il faut soit changer sa perspective sur sa passion, essayer peut-être de faire une pause, soit élargir sa passion. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas juste focusé que sur le sport, parce que sinon je serais rendu dingue à parler que d'haltères et de squat et de aller à l'échec, pas à l'échec, jeûne intermittent. Je serais rendu dingue à faire ça. Donc j'essaie vraiment de diversifier. J'ai la chance d'avoir des gens qui ne critiquent jamais ça, qui sont toujours en train de me voir sortir un peu de mon domaine de compétences initiales, mais c'est toujours assez bienveillant. J'ai jamais vraiment de gens qui me disent ouais, parce que bon, je suis toujours assez prudente. Hein, je dis pas ouais, faites ça, prenez ces cachets là. Non, je suis pas du tout comme ça, mais voilà, j'essaie vraiment de partager mes recherches et voilà. Donc essayer d'éteindre son domaine sans forcément, ou alors par exemple se reconvertir, parce que avoir plusieurs cordes à son arc, ça peut être pas mal. Je connais coachs qui sont devenus naturopathes. Ça peut être pas mal aussi, parce que tout ça, c'est dans le coach, la psychologie, la santé, c'est tous dans le même domaine. Donc, pourquoi pas se reconvertir aussi. Et quand tu as démarré, toi, en 2017, je crois que tu m'as dit, tu as commencé qu'avec le canal Instagram? Ouais. Et comment tu as fait, du coup, pour avoir tes premiers clients? Parce que c'est aussi, ça, c'est l'étape entre je suis coach sportif et j'ai mes premiers clients. Comment tu t'y es pris et qu'est-ce que tu vendais à l'époque? J'ai toujours vendu. Alors, j'avais pendant très longtemps qu'un seul programme, donc un programme pour le bas du corps. Et comme j'ai aussi toujours, je pense, joué sur l'honnêteté, c'est-à-dire que j'ai toujours dit que j'avais une bonne génétique, que j'avais des bons résultats, mais que j'avais à force de travail, mais j'ai toujours été assez honnête, et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mes clients, c'est parce que j'ai pas juste dit voilà, je sais tout et je sais comment vous faire prendre, vous allez avoir les mêmes résultats que moi. J'ai toujours dit les choses comme elles étaient. Personne ne peut avoir les mêmes résultats, et ça, il faut vraiment en être conscient. Vous achetez mon programme, mais ça veut pas dire que vous allez me ressembler, et ça veut pas dire que vous allez avoir le même corps que le mien. Mais dans tous les cas, si vous voyez que l'aspect physique, vous n'allez pas tenir longtemps dans votre pratique du sport. Donc, s'il y a que ça pour vous, c'est qu'il faut aussi revoir pourquoi est-ce que vous faites du sport. Ça a été difficile, le démarrage de ton business en termes de revenus? Je pense que je fais comme tout le monde. Je pense que j'ai commencé en cumulant 2 jobs, c'est-à-dire j'avais mon job salarié. Alors après, c'est vrai que je me suis pas fait confiance, parce que quand j'ai sorti mon programme, j'ai quand même eu un bon retour tout de suite, parce que j'avais déjà quand même 10 000 abonnés. Donc j'ai quand même eu une bonne source de revenus directement. Mais c'est vrai que je me faisais pas assez confiance, que je me suis pas dit que ça allait être quelque chose qui allait durer dans le temps, et que comme les réseaux sociaux étaient assez nouveaux, je me suis dit ça va vraiment être éphémère. Bon, après, avec tout le bagage psychologique que je me traînais aussi, mais ouais, non, ça a été assez rapide pour moi, mais c'était que tu te souviens combien tu l'avais vendu? Enfin, tu te souviens un petit peu des chiffres ou pas? Combien j'avais fait à l'époque? Ouais, et puis combien tu avais vendu? C'était quoi? C'était c'était un PDF où il y avait un espace mort avec des vidéos, des choses comme ça? Ah non, il n'y avait même pas de vidéo, je faisais des illustrations à l'époque. C'est pour dire à quel point j'étais vraiment débutante dans le métier. Je le vendais 25 €. Par contre, te dire combien j'avais fait le premier mois, je crois que j'avais fait quelque chose comme 4 000 €. Donc, ce qui est pas mal pour un début. Bah ouais. Voilà, donc c'est comme ça que ça. Il me semble que le premier mois j'avais fait 4 000 €. Je me souviens de ce chiffre-là. Ouais, je crois que c'est ça. Après, je faisais du coaching aussi à côté. Ouais, d'accord. Et est-ce que quand on fait le premier mois à 4 000 € et qu'on vend un PDF, on se dit, enfin, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que déjà au niveau du syndrome de l'imposteur, ça s'est un peu dissipé? Non. Non. Ça s'est empiré. Ok, ça a empiré. Merde, j'ai vendu ça à des gens, merde. Ouais. Bah du coup, c'était quoi ta vision pour la suite? Tu t'es dit, tiens, bah si avec un PDF j'arrive à faire tant, je vais faire plusieurs choses sur le haut du corps, sur les abdos, sur machin. Enfin, c'était quoi ta réflexion par rapport à ça, si tu en avais une? Non, j'avais pas de réflexion par rapport à ça. Je t'avouerai que il y a peut-être des gens que tu as interviewés qui avaient un business plan, qui avaient une vision claire de ce qu'ils allaient faire et qui étaient là, ok, c'est bon, j'ai fait temps. Moi, ça, comme je te l'ai dit, j'ai quitté plusieurs fois Instagram, j'ai arrêté plusieurs fois mon entreprise parce que justement, j'avais pas du tout une vision claire de ce que je faisais, et j'ai vraiment sorti ça. Voilà, je me suis dit, bon, j'ai passé le BPJEPS, je pensais pas le mériter. J'avais tout ce bagage psychologique qui m'a vraiment beaucoup bloqué, et par-dessus tout, je savais pas comment on définit le succès.
Moi, dans ma Bon, tête, dis-toi qu'il y en a, ils sont sur 2 au niveau du coaching et après 3 mois, 6 mois d'exercice, ils font toujours 500 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est ouais, bien mais pour ça veut quelqu'un pas qui dire avait qu'ils pas sont confiance. mauvais. Non, non, c'est sûr. Ah non, ça, c'est une Non. évidence. Non, Et moi, ça ça, veut c'est pas dire que sûr. j'étais bonne parce que je regarde le programme que j'ai sorti à l'époque, tout était mauvais. Enfin, tout. Peut-être pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui étaient mauvaises et c'est pour ça aussi que j'ai cœur aujourd'hui de ressortir ce programme-là que j'ai sorti en 2018, de le ressortir gratuitement pour celles qui l'avaient acheté, parce que je sais que à l'époque elles m'ont donné leur confiance et que j'avais pas envie de pas le mériter. Et donc, du coup, j'ai refait des mises à jour gratuitement. Je crois que la dernière que j'ai sortie, c'était il y a quelques semaines, pour te dire à quel point je suis soucieuse de vouloir vraiment faire quelque chose de parfait. Enfin, en tout cas, de proche de la perfection, de proche de la vérité. Et ouais, du coup, je pense que c'est dommage parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est tant mieux pour elle. Hein, je suis pas en train mais c'est dommage parce que je trouve que c'est pas forcément au mérite. Ah, ça a coupé, j'ai pas entendu ta réponse. Ah, désolé. Je Non, disais vas-y. juste que c'est où t'as entendu jusqu'à où, dis-moi. La dernière phrase que tu as dite là par rapport à ton programme. Ok, bah parce que je me dis juste que il y a des personnes qui, comme tu dis, vont faire 500 € et il y en a qui vont faire des milliers, voire des millions et qui ne méritent pas, quoi. Enfin, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais Là, on touche du doigt, en fait, ce que j'explique au coach, c'est que oui, c'est important d'être un bon technicien, un bon coach, mais quand on a une activité, un business, il y a aussi effectivement tout ce qui va avec, tu vois. Toi, inconsciemment, le fait d'avoir créé ce compte Instagram bien avant, d'avoir essayé de monétiser quelque chose, toi, ça c'est une force. Et tout ça, ça rentre dans le côté un peu obscur de tout ce qui est business, de ce qu'on appelle le marketing, la vente ou des choses comme ça. Et c'est clair que moi, je rencontre beaucoup de coachs qui sont talentueux, qui ont des formations, qui ont même qui sont des génies au niveau technique, mais en fait qui n'arrivent pas à se vendre, qui n'arrivent pas à développer leur activité, alors que d'autres sont pas forcément hyper compétents dans tout ce qui touche au fitness, à la santé ou autre, mais ils arrivent à se démerder, ils lancent des trucs et tout, et forcément c'est pour ça que je pense qu'il y a une dimension émotionnelle parce qu'il y a des gens qui ont moins de compétences sur le papier mais qui sont plus capables de connecter aux gens, et je pense que les réseaux sociaux dans une société où on est quand même de plus en plus déconnecté, on a besoin de cette connexion-là, on a besoin de lire chez les autres ce qu'on vit, et je pense que voilà, un des facteurs qui fait que je suis encore aujourd'hui, c'est que je suis capable de transmettre ça. Là, quand je vais sur ton site, je vois énormément. T'as fait énormément de programmes. Tu disais là, tu as écrit aussi un livre sur les hormones de 200 pages, je crois, j'avais lu tout à l'heure. Bref, tu fais énormément de contenu. Donc déjà, félicitations à toi. C'est quoi ton processus justement de création de programme? Est-ce que tu as un processus ou c'est en fonction de ce que te dit ta communauté? Tu te dis tiens, ça serait peut-être intéressant. Comment tu fais par rapport à tout ça? Ou c'est également par rapport à toutes tes recherches ou tes formations que tu fais? Je pense que je pose les basiques, c'est-à-dire que je pose assez simplement un programme haut du corps, un programme bas du corps, 2 programmes bas du corps d'ailleurs, un programme du coup pour les débutants qui est plus un mini-book, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de pages, il y a 3 PDF dedans qui sont assez longs, parce que c'est vraiment de l'éducation, mais j'essaye de faire des livrets comme si je m'adressais. C'est marrant parce que je pense toujours que j'imagine toujours que je m'adresse à des enfants, donc j'essaie vraiment c'est pas une critique pour mon communauté en disant ils sont trop bêtes, mais c'est vraiment juste que j'essaye de faire au plus simple pour pas que ce soit barbant. Et du coup, j'essaie de faire pour les débutants, pour les gens qui s'y connaissent déjà. D'ailleurs, mes 2 premiers programmes, c'était pas du tout pour les débutants, ils sont pas du tout axés pour ça. C'est vraiment que ciblé pour des gens qui font déjà du sport. Dernièrement, j'ai sorti quelque chose pour les coachs sportifs justement, donc des templates pour les coachs sportifs, donc avec Excel, calcul des macros, parce qu'en plus de mes études avec psychologique, je lis aussi du coup
comment influencer les gens positivement à se motiver à faire du sport. Et du coup, ça aussi, j'en ai fait un e-book. J'ai fait un e-book aussi, du coup, sur les hormones, comme tu as dit, de 200 pages, parce que le jour où je suis arrivée au Canada et que j'ai réalisé à quel point en France, au niveau de la médecine, on n'était pas suffisamment à l'écoute du patient. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Alors qu'au Canada, c'est tout l'inverse. On nous sensibilise beaucoup aux hormones. Il y a énormément d'ouvrages là-dessus, etc. C'est là où je me suis dit, mais il faut absolument que j'informe ma communauté de tout ça, parce que moi, j'étais pas au courant il y a encore 3 ans de ce truc des hormones, et je trouve ça aberrant pour les femmes qu'elles sachent pas. Donc, voilà, je vois l'opportunité de transmettre quelque chose que je ne trouve pas en France, en fait. Parce que moi, j'ai la même démarche, si tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, ça te permet de synthétiser tes idées. Et en plus de ça, bah, tu fais profiter ta communauté. Et en plus de ça, tu génères du chiffre d'affaires avec. Donc, c'est plutôt très, très intéressant. Et du coup, au niveau de ces programmes, c'est quoi? Tu te dis, tous les 3 mois, je lance un nouveau programme, ou c'est comment ta réflexion par rapport à ça? Non, parce que je je privilégie beaucoup la qualité sur la quantité. Et je pense que j'ai la chance de ne pas avoir forcément besoin de sortir toujours un programme pour générer du revenu. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas forcément besoin, mais qui le font quand même. C'est leur stratégie marketing. Moi, c'est vrai que je pars toujours avec l'idée que j'ai vraiment besoin d'être sûr de ce que je vais faire et même encore là, hein, je fais quand même toujours des mises à jour, parce que au final, je suis pas forcément contente, mais je préfère produire en petite quantité, parce que tu dis que j'ai énormément de programmes, et je pense pas que j'en ai. Je pense que j'ai les basiques, et que là, je commence justement à réfléchir à quelque chose d'autre. Mais c'est vraiment au fur et à mesure de ce que je découvre, et c'est pas forcément quelque chose qui est planifié. C'est vraiment quelque chose qui va me venir d'un coup comme ça, en mode, ah tiens, peut-être que je pourrais faire ça, peut-être que je pourrais faire ça. J'ai plusieurs idées sur le papier. Je vois laquelle peut le mieux tenir la route. Là, j'en ai sur tout ce qui est méditation, qui va demander beaucoup de travail. Donc, ça va pas sortir dans 3 mois, ça va pas sortir dans 6 mois. Ça dépend vraiment. Chez moi, c'est pas forcément très structuré, si tu veux. Ouais, ok. Et pour donner un ordre d'idée, la création de ce type de produit, tu sais entre combien et combien de temps? Entre la réflexion, on va dire la réflexion, et puis la mise en ligne avec le bon de commande. On va dire 6 mois, on va dire, à peu près, quand j'ai pas trop de retard. Mais ouais, 6 mois à peu près. Ok. En termes techniques, là, je vois que c'est ton propre site internet, et c'est à l'intérieur de ton site, tu as un espace membre où les gens justement se loguent et ont directement accès au programme. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, comme je fais quand même assez régulièrement des mises à jour par rapport à mes connaissances, ça leur permet justement d'avoir accès à de nouvelles mises à jour sans repayer. Donc c'est cool d'avoir la session. Ok. Et comment tu continues justement à augmenter ta communauté? Comment tu fais aujourd'hui? Je pense que c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, je diversifie énormément mon contenu, et je suis vraiment reconnaissante que personne me dise parce que je pense que à partir du moment où on se range dans une case, en fait, je pense que si tu es passionné de ce que tu fais et que tu arrives à transmettre cette passion, c'est génial, et que du coup tu peux rester dans cette même dynamique et dans ce même lieu. Et je connais des gens qui ont beaucoup de succès en parlant uniquement d'un sujet. Voilà, moi c'est pas mon cas, mais je pense que ça dépend comment tu abordes les choses, et je pense que c'est plus difficile pour moi de t'expliquer avec des mots concrètement comment est-ce que je choisis quel sujet je vais prendre, parce que ça comme j'ai dit tout à l'heure, ça me touche vraiment c'est quelque chose qui me touche vraiment dans mes émotions, et je le sens que ça va intéresser les gens. C'est quelque chose que je vois, parce que je vois les réactions sur mes posts. Ça marche, tu vois, et ça, c'est quelque chose c'est un processus que j'aurais du mal à expliquer, j'aurais du mal à donner un tutoriel. C'est vraiment juste par rapport à ma propre intelligence émotionnelle, ce que je lis, ce que j'en déduis, comment est-ce que je vais le simplifier. C'est vraiment un processus très perso, et là, pour le coup, je suis désolée, je vais pas avoir un conseil en particulier, à part diversifie, cherche ce qui te passionne, vois comment tu peux le tourner en quelque chose que personne n'a fait ailleurs ou n'a pas fait de la même façon. Et des fois, c'est bien aussi de répéter, d'ailleurs, hein, je tiens à dire. Faut pas toujours faire complètement du nouveau. Des fois, faut juste dire, voilà, là, c'est ça et ça. On vous l'avait déjà lu, mais les gens ont tendance à oublier, les gens ont la mémoire courte, donc c'est toujours bien d'avoir un petit rappel. Exactement. Et donc aujourd'hui, tu as Instagram, tu nous as parlé de YouTube, et tu nous as parlé aussi de lancer un podcast. Est-ce que tu as d'autres plateformes? J'ai TikTok, mais alors TikTok, c'est
un amour-haine, c'est très compliqué. TikTok, je pense que c'est une plateforme où il faut pas y passer trop de temps parce que sinon euh, c'est très énergivore et c'est inutile. Je poste mes vidéos parce que je sais que TikTok, l'algorithme est beaucoup plus performant qu'Instagram. Par contre, le contenu va être beaucoup plus léger sur TikTok parce que je sais que ce sont des personnes qui vont avoir tendance à swiper beaucoup plus rapidement si elles sont pas diverties au bout de 4 secondes. Donc TikTok, il faut vraiment faire de l'impactant, du rapide, du drôle. Faut pas chercher à faire trop complexe. C'est ma stratégie, bien sûr. Je dis pas que c'est tout le monde fait ça, mais je vois que ça marche bien sur TikTok de le faire assez rapidement comme ça. Et YouTube, tu fais quoi? YouTube, j'ai pas encore fait. YouTube, j'ai pas encore fait. Là, je vais lancer mon podcast, je suis dans l'écriture. Donc, ça va vraiment être sur les sujets que je traite sur Instagram, mais en beaucoup plus élaboré cette fois-ci parce que je n'aurais pas à faire au plus simple. Ouais, et donc du coup, ton idée du podcast, c'est quoi? C'est d'avoir un échange plus long et de partager encore plus tes connaissances, d'avoir un lien un peu plus fort que simplement un post Insta, c'est ça? Ouais, ça va être vraiment de caméra fixe, micro, et puis là, je vais vraiment parler je pense que ça va être la plateforme sur laquelle je vais pouvoir le mieux m'exprimer parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire et je trouve que il faut trouver une plateforme en fait où on arrive à vraiment s'exprimer comme on le veut. Et je trouve que c'est difficile à faire sur Instagram. C'est vraiment un truc d'image, donc. Yes. Donc là, si je resynthétise un petit peu parce que c'est très intéressant et là je parle à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que Romane a son audience. Elle a créé une offre et en plus de ça, elle a créé plusieurs offres. Et ce qui est intéressant, et je le dis souvent, c'est que le fait d'avoir plusieurs offres, ça permet à son client je suppose qu'il y a dans tes clients, il y en a qui ont pris par exemple tout le package, qui prennent tous tes programmes à chaque fois parce qu'ils sont fans de ce que tu fais. Et ça, forcément, en termes de panier moyen et de récurrence, c'est hyper intéressant au niveau du business. Elle nous a parlé donc au niveau de l'acquisition, de comment elle faisait pour avoir de nouvelles personnes dans ton processus d'acquisition avec les plateformes Instagram, un peu TikTok et puis bientôt le podcast. Comment maintenant tu fais pour passer de OK, les gens sont dans ta communauté à les gens achètent ton produit ou tes programmes? Est-ce que tu as des stratégies particulières? Est-ce que tu fais des funnels et tunnels de vente? Est-ce que tu dans tes publications, est-ce que tu as un lien à chaque fois spécifique sur un programme? Enfin, c'est quoi ta réflexion et ton idée par rapport à ça? Alors, dans certaines publications, oui, je rappelle à la fin de mes slides que j'ai des e-books en vente. Je le marque aussi dans ma bio, bien évidemment. Après, je partage forcément les transformations de mes clientes, bien que j'aime pas forcément le faire souvent, mais je le fais quand même parce que je sais que ça m'aide, même si j'aime pas juste baser ça sur l'apparence. Je pense aussi que le fait que j'en parle pas tellement et que je ne foule pas tellement avec non plus que je les noie pas sous l'information, c'est ça aussi qui les incite à acheter parce qu'on me dit souvent que justement je suis pas en train de toujours faire des placements produits, du partenariat, toujours en train de dire que j'ai des programmes. Je partage simplement ce que je fais. Quand je fais mon programme, je le dis honnêtement, je montre les séances. J'essaye vraiment juste d'être transparente et d'être assez simple. Et je pense que le fait que je vende pas directement la vente de mes programmes et qu'au contraire, je fasse que dire que mes programmes ne sont pas magiques, je pense que ça donne une certaine confiance. Tu vois, et que la confiance c'est important parce que si tu arrives et que tu dis à tout le monde oui, fais mon programme, tu vas avoir des résultats de dingue, très vite quand les gens vont pas avoir des résultats de dingue, ils vont pas plus accrocher avec toi émotionnellement. Donc ça, j'ai pas envie que les gens se trompent sur mes intentions et j'ai vraiment envie de leur dire mes produits, je dis pas que, mais si tu les fais, tu auras certains résultats, c'est sûr. En tout cas, si tu les jettes bien, quels résultats, ça par contre, je peux te promettre. Ok. Et après, tu as des systèmes où si j'achète, je sais pas, le programme, qu'est-ce que je pourrais prendre, Level Up. Est-ce que dans le système, est-ce que après tu as des systèmes qui me disent tiens, tu as fait ce programme-là, ça serait bien que tu suives ce programme-là ou pas forcément? Non, pas forcément. Je pense que les gens, s'ils sont satisfaits, ils reviendront. Donc je force pas là-dessus du tout. Non. Ok. Pas de webconférence avec justement, tu fais des webconférences sur un sujet spécifique et à la fin tu vends tel type de programme? Non, c'est pas fait non plus. T'as pas fait ce genre de choses? Non, c'est une bonne idée. Cela dit, c'est vrai que non, c'est
c'est pas quelque chose que j'ai fait. Je pense que tu as énormément d'optimisation et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire intéressantes de ce côté-là en tout cas. C'est chouette tout ce que tu as fait. Où est-ce que tu vas t'arrêter du coup? Quel est ton ouais, ta vision, ton ambition par rapport à ton métier? Tu nous as partagé que tu es aussi en recherche constante et c'est un peu ça aussi qui me drive dans ma vie, c'est continuer à apprendre, à m'enrichir. Tu es un peu dans tu es dans cette démarche-là. Oui. Où est-ce que tu veux t'arrêter et tu te vois où dans 5 ans? Je pense que je ne veux pas m'arrêter, j'espère pas. J'espère que je continuerai toute ma vie parce que c'est ce que je réalise de plus en plus en ce moment et c'est la chance extraordinaire que j'ai. Je sais que j'ai une chance extraordinaire, c'est que je passe mes journées à étudier. Je suis étudiante toute ma vie et j'ai la chance d'être entre guillemets payée pour ça. Donc moi, ce que je veux faire, j'ai pas forcément une idée précise. Je sais que ce sera plus dans une approche basée sur le corps-esprit. Donc, j'avais pensé beaucoup à faire ce qu'on appelle être facilitateuse. Alors, je fais une traduction anglo-française, facilitateuse. Donc, de méditation par les psychédéliques, donc qui s'éloigne beaucoup de la formation de coach, mais qui dans tous les cas se fera par le biais des réseaux sociaux. J'aurai toujours les réseaux sociaux pour justement m'aider à trouver des clients, mais je serai toujours en connexion le sport, la santé physique, la santé mentale, la psychologie, et aider les gens à redéfinir leur vision du succès parce qu'on est vraiment dans une société qui définit très mal le succès. C'est quoi pour toi la définition du succès? Parce que je pense que donc il y a quelque temps, j'aurais tendance à dire que c'est avoir le confort financier. Je pense que c'est parce que j'ai toujours eu du mal avec l'argent, donc c'est vrai que avant de commencer cette activité, j'avais beaucoup de problèmes d'argent. Donc je pense qu'avant c'était ça mon objectif, c'était financier, et maintenant je me rends compte que le succès c'est on va dire la réalisation progressive d'une idée qui en vaut la peine. Et c'est comme ça qu'on dure toute une vie en fait avec des clients, c'est que il faut t'as une idée, et si t'es passionné par cette idée-là, il faut continuer dans cette voie-là, et parce que il faut pas se focaliser sur le matérialiste, il faut pas se focaliser sur si tu veux, je pense que dans notre société, l'opposé d'avoir du courage, c'est pas la lâcheté, c'est la conformité. Et je pense que les gens, quand ils survivent pas en tant qu'entrepreneurs, c'est parce qu'ils se conforment à ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux au lieu de suivre leur instinct et de suivre ce qu'ils aiment faire et leur passion. Donc j'essaye vraiment. Je pense que pour moi, voilà. C'est un peu la société c'est un peu la société qui nous donne des cadres et qui nous dit de fonctionner malheureusement dans le moule et éviter de sortir du cadre aussi. Exactement. C'est très compliqué de choisir entre authenticité et attachement. C'est très compliqué. Ouais, je suis d'accord. Moi-même une fois, j'ai encore du mal à sortir de on me suit pour mon physique. Mais j'en sors de plus en plus. Donc, si je peux arriver, malgré des années, à vraiment, vraiment avoir du mal, tout le monde peut le faire. Au niveau, je reviens sur la partie business. Toi, tu as choisi, là, sur le site, ce sont des programmes entre 30 et 70 euros, c'est ça, sur les programmes? Ouais. Il y a deux visions où c'est pas des visions qui s'entrechoquent, mais soit effectivement je crée plein de petits programmes, c'est pas péjoratif, mais simplement ce sont des programmes qui sont accessibles, qui sont en dessous de la barrière des 100 euros, ou après je peux proposer des programmes plus conséquents, plus chers. T'as jamais testé justement des accompagnements un peu plus spécifiques, donc du coup avoir des programmes plus chers? Alors les coachings sportifs, oui, les coachings sportifs, bien sûr, j'estime que ça doit être plus cher que ça, mais un programme, je pense pas que. C'est vrai que j'étais partie avec un peu la même idée que le Free Mobile, qui fait la même chose que les autres, mais en moins cher, parce que finalement, ce que je vends, c'est la même chose que les autres, on va pas se mentir. Mais sauf que je le vends à plus de monde parce que c'est moins cher. Donc au final, moi, en fait, je me suis dit, si j'étais client et que je veux me mettre au sport, est-ce que je vais lâcher 80, 100 euros dans un programme? Certainement pas. Je préfère aller sur YouTube. Donc, je pense qu'à choisir, je ferai un entre-deux. Et je choisirais quelque chose qui est moins cher que 80 euros. Pour moi, pour quelque chose qu'on peut trouver sur Internet, si on cherche bien, ça me paraît un peu trop excessif. Après, c'est vraiment ma vision des choses, hein. Bien sûr, je dis pas que j'ai raison, mais voilà, c'est ma vision de comment je fixe les prix.
Non, mais je suis persuadé que dans ta communauté, tu aurais des personnes qui seraient prêtes à prendre des programmes à 1 500 euros, mais qui est justement peut-être forcément du coaching avec toi ou Oui. par rapport à un truc spécifique. Tu vois, je pense à la partie hormonale ou autre où ça nécessite, je pense, un peu plus d'individualisation. Je pense que tu pourrais avoir des programmes plus chers, forcément qui te demandent aussi toi de ton côté un peu plus d'investissement parce que voilà. Mais voilà, c'est juste des idées ou des suggestions ou voilà, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas une bonne façon de faire dans le business et c'est toujours intéressant de regarder tout ça et d'avoir ton idée aussi ou ta vision des choses. Tu vois, il y a des gens que je connais, même chose, ils fonctionnent que comme toi et ils veulent pas entre guillemets avoir des contraintes de prendre rendez-vous avec les gens. C'est leur business et alors que d'autres c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire et il n'y a pas de bonne façon quoi. Exactement, il y a pas de mauvaise façon, il y a pas de bonne façon. Maintenant, ouais, c'est vrai. J'y pense pour le futur. Maintenant, c'est vrai que là, pour l'instant, comme j'ai quand même beaucoup de choses, que je suis en plein dans mes études, c'est vrai que je me vois pas. Et puis, comme je te dis, l'aspect financier, c'est pas quelque chose. À partir du moment où j'ai assez pour vivre, moi, pour le mois que j'ai de côté, j'ai jamais été pour la course à absolument avoir tant et tant d'argent. Donc voilà. Mais c'est ma vision des choses. Non, mais c'est une bonne vision. Comment tu gères ton argent du coup? Alors, je suis très radine. J'ai un problème avec ça. On me le reproche souvent, ça. Mais c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais eu d'argent avant de commencer mon entreprise. Donc aujourd'hui, la moindre dépense, quand je dis la moindre dépense, c'est est-ce que je dois acheter des bananes ou pas? Est-ce que vraiment c'est $5, ça le vaut ou pas? C'est vraiment toujours ça. Donc je gère mon argent comme une fourmi. Je suis très très peu dépensière. Je dépense vraiment que quand je sais que l'argent que j'investis, ça va être un investissement. Je vais jamais ou très rarement acheter quelque chose qui va être bien sûr, je me fais plaisir de temps en temps. Alors, on ne veut pas dire que je suis complètement refermée à l'idée de me faire plaisir, mais la majeure partie de l'argent que je passe, c'est vraiment parce que je sais que pour faire de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Donc, je préfère investir dans des choses qui vont me servir plutôt que des choses assez, je sais pas, juste matérialistes, juste avoir une télé, une voiture, des vêtements tous les mois. C'est vrai que je suis assez simple et je m'achète rien à part ce dont j'ai besoin. Et du coup, cet argent, tu en fais quoi? Tu l'investis? Tu t'intéresses un petit peu à la liberté financière? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, alors mon banquier s'en charge mieux que moi, donc je lui laisse une partie à gérer. Mais j'ai aussi, du coup, comme je t'ai parlé tout à l'heure, les psychédéliques, c'est nouveau au Canada, ça commence vraiment à faire du bruit, ça commence vraiment à être reconnu en tant que solution dans la médecine. Et il y a beaucoup de laboratoires qui sont rentrés en bourse et du coup, j'investis dans ces laboratoires-là parce que je sais que ça va faire il va y avoir du succès, donc ça aussi j'y crois. Voilà, donc, tout ce qui est crypto-monnaie, j'essaye de m'y intéresser un peu aussi quand j'ai le temps. Bien sûr, j'ai pas toujours le temps et surtout j'ai pas forcément la logique pour le comprendre, j'ai pas la patience. Mais je m'enseigne à droite à gauche. Là, dernièrement, j'ai investi dans, je sais pas si tu connais Pulse Chain, c'est très, je crois que ça vient des USA. Je connais pas ça. Ouais, écoute, peu de personnes le connaissent, donc Pulse Chain. Voilà, si t'intéresse d'aller voir ça, donc j'ai commencé à investir là-dedans. Voilà. Donc c'est quoi alors? C'est quoi? C'est une société? C'est quoi comme produit financier? Alors, c'est pas une société, c'est pas une crypto-monnaie. C'est en fait, si j'ai bien compris, hein, pour te traduire de l'anglais parce que je suis pas très bonne à traduire en anglais-français. C'est une chaîne de Ethereum, c'est la monnaie Ethereum. Et c'est une chaîne et qui a pour but en fait de coûter moins cher que l'Ethereum. Et donc, ça a été lancé par Richard Hart, qui est aussi un investisseur, qui est un très bon investisseur. Et c'est censé être la prochaine monnaie qui va exploser. Alors, on va voir ce que ça donne. Bien sûr, il y a d'autres monnaies qui avaient promis ça et qui ont craché. Donc, on va voir. Celle-ci, d'après ce que j'ai compris, ça a l'air... J'irai voir. Bon, ce n'est pas un conseil en placement financier pour ceux qui nous écoutent, mais voilà. Voilà. Soyez curieux. Donc, j'irai voir. Ok. Parfait. Si demain je te donnais 10 millions et que je te mettais 10 millions d'euros sur ton compte en banque, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu fais? Bien sûr. Oui. Sans souci. Okay. Je me suis posé je me pose la question tous les jours d'ailleurs.
Mais je pense que je le ferai pas à cette fréquence-là. Là, je m'oblige vraiment à le faire une fois par semaine. Alors, je sais que pour certaines, une fois par semaine, c'est rien. Mais moi, publier du contenu une fois par semaine, ça me demande quand même beaucoup d'énergie mentale. Donc, je le ferai plus aussi souvent. Je me mettrai plus la pression à tout le temps publier. Mais parce qu'en plus, je pense que j'ai quand même une communauté qui est derrière moi, qui est solide. Mais je le ferai. C'est parce que, comme je le disais à quelqu'un qui a un OnlyFans, parce que j'en discutais avec elle, parce qu'elle gagne énormément d'argent, mais en posant des photos, dénudées, etc. Elle me parlait justement du fait qu'elle était très déprimée et qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Mais parce que il n'y a pas que ce que tu gagnes comme argent, il y a aussi comment tu gagnes de l'argent, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu donnes comme sens à ta vie. Donc 10 millions, c'est bien, mais sans avoir un sens à sa vie, c'est triste. Ouais, bah après c'est le concept de la pyramide de Maslow où effectivement au début tu assures entre guillemets ta survie et après une fois que l'argent n'est plus un truc et tout le monde te le dit c'est que forcément au début t'es que focus là-dessus puis une fois que t'en as suffisamment pour vivre après tu recherches autre chose quoi. Tu vois. Exactement. Ouais, il y a des gens qui recherchent pas autre chose, des gens qui veulent juste aller qui veulent juste consommer, plaisir et puis ils sont jamais heureux. Donc ouais. Peut-être qu'ils se sont pas posé les bonnes questions, mais bon, ça c'est autre chose. Merci Romane. Est-ce que toi qui t'intéresse à beaucoup de choses, est-ce que tu aurais un livre que tu donnerais à tout le monde si tu devais donner un livre à tout le monde, ce serait lequel? Ça c'est dur comme question. Allez, t'as le droit à deux livres. Moi, ça m'intéresse là tout ce qui est psychologie et tout. Dans ce psychologie, The Body Keeps the Score. Alors je crois qu'il existe en français. Donc le corps garde les scores. Alors celui-là, il est extraordinaire. Ça fait la troisième personne. Je ne connais pas le bouquin et ça j'adore. Donc je vais l'acheter. Ok. Ah, il est extraordinaire. Ouais. Il y en a un autre qui s'appelle Running on Empty. Donc celui-là, je crois qu'il existe en anglais malheureusement. Donc celui-là, par contre, si vous voulez tout comprendre de pourquoi est-ce que vous êtes comme vous êtes, Running on Empty. Vous allez tout comprendre de vos parents, de comment ils ont éduqué, comment l'épigénétique fonctionne. Si j'ai un livre absolument à recommander, que j'ai adoré, que j'ai fini récemment. Attention, la pépite. Ça s'appelle The Myth of Normal. Donc le mythe du normal. Donc comment guérir dans une culture toxique. Et ça a vraiment changé, pas changé, ça a juste confirmé ma vision des choses. Ok. Et complété ma vision des choses. Eh ben merci Romane, c'était très intéressant, tu vois, j'en doutais pas, mais c'était vraiment top. Félicitations une nouvelle fois pour tout ce que tu as mis en place. Merci. Est-ce que tu as une dernière chose à nous partager à toutes les personnes qui nous écoutent? Bah, écoute, chez moi, il est 1h du matin. Oui, c'est vrai, j'avais omis ce petit détail. Oui, c'est vrai que Romane nous fait. Oui, c'est vrai. Je te remercie. Je suis avec 9 heures de décalage, donc je suis un peu fatiguée, mais je vais terminer sur cette citation. Knowledge is power. La connaissance est le pouvoir. Voilà. Sans connaissance, on est juste des esclaves. Eh bien, un grand merci, Romane. Je vais aller te laisser te coucher ou peut-être faire la fête si tu veux aller faire la fête. Non. Bonne nuit à toi. Merci à tous. Pensez à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire, en tout cas pour Romane. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Romane pour tout et on se dit à très vite. Allez, salut. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.